Alors, on a qui? On a Tatane, on a Riven, on a Pata Coin Coin, Zach l'éponge. J'adore vos pseudos, les gars. S'il vous plaît, hein, si vous avez des pseudos, soyez créatifs, mais essayez d'avoir des pseudos qu'on puisse prononcer. C'est encore plus drôle Il y si a on peut Warren vous Buffett citer. aussi. Ah non, il y a Warren au Ah. buffet. Ah, pas mal. Pas mal. Warren au buffet. Pendant un Ok. temps, sur les streams de jeux et tout, tu avais des gens aussi qui mettaient des noms où, en fait, en phonétique, si tu le dis, tu te fais cancel ton compte, tu vois. Il y avait des petits jeux Ouais, autour je de vois. ça. Ouais, Donc, des ça, fois, t'es en train de Donc, lire il- le pseudo et tu te dis « Ah merde on va imiter. Oh non. Alerte. Ça, c'est les gars de jeuxvideo.com, ça. !» Ouais. Après, tu vois, si tu. Bon, allez. Si c'est avec humour et si c'est pas trop des trucs cancellables, ça va, quoi. Mais après, si c'est des trucs vraiment affreux juste pour être affreux, bon, ça. Ouais. Au bout d'un moment, il faut grandir, les amis. Hein. C'est clair. Bon, c'est cool. 1 minute, on est 250. Je pense qu'on va faire un bon petit chiffre des familles ce soir. La dernière fois, on était 700, je crois, au pic. Et j'ai vu que Ouais. Asher, il faisait entre 800 et 1000. Donc, on n'est pas loin derrière. On est vraiment bien hein, pour ce bear. Ouais, C'est- c'est Asher. Franchement, les amis, vous m'impressionnez. En tant que communauté, je m'attendais pas du tout à ça parce que là, on est au fin fond du bear market. Les prix des frais de transaction sur Ethereum, c'était 5 JY aujourd'hui. Ça n'a jamais été aussi bas. Ça fait des années que ça n'a jamais été aussi bas. L'activité on-chain, elle est minuscule. Les gens parlent sur les réseaux sociaux de l'Ethereum Foundation qui vend 1700 Ethers. Genre, le truc OCEF, tu vois, OCEF sur 20, l'Ethereum Foundation, pour payer leur salaire, ils ont vendu 2 millions de dollars. Mais les gars, vous savez, hein, l'Ethereum Foundation, il y a beaucoup de développeurs. Un développeur, ça coûte de l'argent. Et genre, c'est un sujet. L'Ethereum Foundation, oh là là, ils ont vendu 1700 Ethers. Deuxième sujet, le Avax et le patron d'Avax lui-même, genre, défend un scam Ponzi à la con, genre un fork de Friendtech. Là, on est vraiment au fond du bear market. La boring zone qu'on vous a annoncé il y a des mois, ça y est, hein, on est dedans. Hein. On est dedans, L'activité minimum. Vous êtes là aujourd'hui, vous êtes les vrais, vous êtes les survivants, vous êtes les grands gagnants du prochain cycle. Vous êtes l'élite, c'est officiel. Vous avez coché la case, bravo, soyez fiers de vous. C'est clair. C'est clair, Et le c'est drama, ouais, le drama crypto-Twitter, on va pas aller dessus. Parce Non, que, en fait, ça clairement. nous intéresse pas. En fait, la forge reste la forge. Voilà, c'est bon, quoi. Ouais, puis On bon, ça après, baisse pas. tu peux vraiment donner en fait un auditoire à ces personnes-là quasi quotidiennement. Parce que Ces d'un jour personnes sur qui ne l'autre, font rien, qui il y a ne toujours contribuent un rien. Ils drama. ne sont donc, pas créateurs de contenu, ils ne sont pas à la tête de projet, ils ne sont pas développeurs. C'est des gens qui ont acheté du Bitcoin il y a longtemps. Ah, super, la belle affaire. Oh, bravo, mon gars, t'as acheté des Bitcoins à 1 euro. T'es vachement plus intelligent que les autres. Allez, on n'en a rien à foutre. C'est bon. Ah bah non, la puisqu'il discussion. y en a certains qui Au moins, n'ont pas ça 10 se 000 euros. dit. On va attaquer par une petite analyse technique très courte pour profiter au max du max ce soir de notre invité qui est Mounir de Finari, le CEO. Malheureusement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je voulais investir dans Finari. Je me suis connecté. Le site, il m'a dit c'est bon, vous êtes en fil ou il y avait une queue, je ne sais plus. 30 secondes plus tard, le truc, il était méga giga oversouscrit. J'ai même pas pu investir. Et voilà, depuis ce jour-là, je me suis dit bon, un jour, je l'aurai. Un jour. Un jour. Peut-être l'année prochaine. Alors, je suis obligé de faire un disclaimer parce que il y a quand même des choses. Je suis pas payé pour être là, c'est pas voilà. Mais il y a de la corruption puisque j'ai reçu une superbe veste Finari. Puisque j'ai eu la chance la semaine dernière de faire un podcast qui sera sur YouTube, sur la chaîne de Finari dans les prochains jours. Je pense que c'est pas encore live. Bientôt. Et du coup, je remercie Mounir qui m'a offert cette veste. Donc voilà, je suis un petit peu corrompu ce soir. Je tiens à être parfaitement transparent avec vous. Le disclaimer, voilà. Cette vidéo est sponsorisée. Sponsorisé par une veste. Ouais, sponsorisé par le swag, moi ça par me une va. veste, ça va. C'est pas trop cher. Mais c'est le bear market, c'est pour ça, tu vois. Ouais. Oui. C'est qu'il y a vraiment plus grand chose. Mais je vais quand même demander ma petite veste. Il n'y a pas de raison. Hein. Je me baladerai. Tu vois la jalousie, la jalousie. On peut négocier une veste. C'est clair. Bon, je regardais tout à l'heure avant l'émission, du coup, on a une petite descente qui est légère pour l'instant, tandis que le SP500, lui, est plutôt dans le vert aujourd'hui, donc c'est marrant. C'est les cryptos qui reculent très légèrement. Et quand on regarde un peu l'analyse technique en mensuel sur laquelle on ne se penche pas très souvent, finalement, eh bien, on a la moyenne mobile 100 notamment qui est désormais alignée
au point bas de novembre 2022 à 15 500 $. Donc je pense que le pire qui puisse nous arriver, si on avait un USDT qui saute, un échangeur comme Binance qui saute ou un truc comme ça, selon aussi les mesures dans lesquelles ça se fait, bien évidemment, ça pourrait être un retour à 15 000. Ça serait le pire du pire pour moi, ça, si on avait une fin d'année atroce. Pour l'instant, on est plutôt dans les clous de ce qu'on a vu sur les cycles précédents et notamment en termes de timing. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ait de nouveau un signe noir de type Covid, comme on l'a eu au moment ici de cette méga giga bougie en mars 2020. Mais bien évidemment, on ne peut pas avoir de certitude sur les marchés, comme vous le savez, ça serait mentir. Donc, personnellement, je l'ai décrit ce matin et même dans les dernières émissions, je pense qu'on va avoir suffisamment de volatilité sur ce dernier trimestre et a fortiori le premier trimestre 2024 qui nous conduit au halving pour balayer à nouveau la zone de 20-23 000 si on voit large jusqu'à 30-32 000. Ça va faire vraiment un yo-yo qui va être assez vénère, je pense. Et ensuite, on devrait poser les bases selon s'il y a l'approbation des ETF spot, selon aussi, mais là on voit un peu plus loin, si on a un nouveau président des États-Unis à l'automne 2024. Voilà, on a une année 2024 qui est assez chargée d'un point de vue fondamental et d'un point de vue des grosses infos qui vont nous tomber dessus. Après, d'un point de vue du prix, ça fait quand même pas mal de temps qu'on ne bouge plus trop, qu'on est très cloisonné, très resserré. La volatilité va revenir, mais où et quand, c'est là la question. Est-ce que vous avez un avis là-dessus, messieurs? Alors moi, je fais juste un disclaimer. Je sais qu'il y a des événements en ce moment qui font parler beaucoup de monde. On reste neutre dans cette émission. Chacun a le droit de faire son opinion sur ce qui se passe, mais on vous invite à rester courtois dans les commentaires et à garder vos opinions pour vous, puisque ici, on est une chaîne crypto et on va se focus sur les cryptos. Tout à fait d'accord. Du coup, allez Manu, lance-toi, je te sens plein d'entrain. Bon, moi, j'ai pas changé depuis la semaine dernière, j'ai pas changé d'avis. Effectivement, comme tu l'as dit, Marc, il y a des événements, des potentiels Black Swan. On a déjà parlé de potentiels, on va dire, attaques géostratégiques de la crypto de l'extérieur. Donc, ça peut avoir des actions effectivement sur les marchés, ça peut avoir des actions sur le prix de la crypto. Pour moi, on reste de toute façon, comme tu l'as dit, Marc, dans la boring phase. Donc, on est là pour s'ennuyer. On en a encore pour une bonne année, année et demie, avec un price qui va bouger, mais qui restera volatile. Donc voilà, bullish depuis 500 ans, en tout cas, peut-être bullish depuis longtemps, mais le plus dur est passé. Je pense que là le plus difficile, c'est de se positionner et après s'asseoir sur ses mains. Et d'expérience, moi, c'est ce qu'on en parlait la semaine dernière, et c'est ce que je ferais, c'est que je me positionnerais et je m'asserais sur mes mains. Et perso, moi, c'est ce que j'ai fait. Et après, j'attends le shit show pour aller mettre quelques billes à droite, à gauche, voir un peu quel est le narratif de la prochaine hype. Est-ce que ça va être un animal? Est-ce que ça va être un signe astrologique, etc. Et rigoler un petit peu. Mais d'ici là, voilà, je reste tranquille. Je fais mon petit bac que je complémente à chaque baisse et puis je reste assis sur mes mains avec mes convictions qui restent des investissements de bons pères de famille, vous me connaissez, de l'Ether, du Bitcoin, des blue chips, etc. Et puis, toujours un petit peu de stab pour attraper les couteaux qui sont tombés. Voilà. Donc, on est là où on doit être et c'est très bien comme ça. Et comme tu as dit, un range entre 23 et 35 ne me fait pas peur. Et c'est très bien, en fait, quand on applique son DCA qu'on vous conseille, c'est-à-dire qu'en tant qu'investisseur, vous devez faire l'étape zéro de tout investisseur, c'est déjà d'établir son propre budget. Et beaucoup de gens, malheureusement, beaucoup de Français, évoluent dans la vie et vivent au jour le jour. Financièrement, vivent au jour le jour et terminent tous les mois à découvert alors que pas forcément il y a de raison. Après, il y a des gens qui sont en difficulté et ça, on le reconnaît et c'est très difficile et on peut le comprendre. Mais si vous êtes dans une situation où normalement il devrait y avoir une épargne à la fin de chaque mois, c'est bien d'avoir un plan et d'appliquer ce plan. Et ça, c'est l'étape zéro. Et ensuite, dans ce plan, définir, et ça, je pense qu'on va en parler avec Mounir aujourd'hui, ce que vous voulez attribuer dans des ETF, ce que vous voulez attribuer sur les marchés traditionnels, ce que vous voulez attribuer sur les matières premières, ce que vous voulez attribuer dans les cryptos, faire votre petit pourcentage et après appliquer votre DCA et vous y tenir. Faire un plan et exécuter ce plan vous mettra en avance sur 90, voire 99% des gens.
Et c'est Ah, il y a un déjà truc que j'ai- l'étape la plus importante. il y a un truc que j'ai oublié, c'est que j'ai quand même regardé cette semaine l'interview de Arthur Hayes, une interview donc, qui est le CEO de Bitfinex et qui dure 2h30, qui est assez intéressante. Moi, je trouve que ses analyses, en règle générale, sont assez intéressantes. Et vous trouvez que je suis bullish, mais lui, il prédit un BTC a priori entre 750 000 et 1 million à horizon de C'est un temps peu fin trop chauffé le 2025. pistil, là. Moi, vu une analyse qui développe pendant 2 heures, je suis pas forcément pas d'accord avec lui. Ça rejoint un peu ce que je disais avec voilà, une récession et on ressort l'imprimante à brr et forcément Ouais, mais, ça Ah, mais là, c'est l'imprimante ouais, 3D, mais, là. ouais, mais du coup, combien la Xerox 4D. les amis, combien ça vaut $1 dans ce contexte? Combien ça vaut une baguette de pain en euros dans ce contexte? 5 euros? 6 euros? Parce que c'est ça la réalité. Ah bah Ah oui. oui. En fait, ces gars-là l'imprimante, vous décrivent un monde d'hyperinflation. ah bah oui. Et vous savez ce que c'est l'inflation parce que vous l'avez vécu. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le Covid? Vous avez vu, vous faites vos courses et soit vous dépensez la même chose par semaine, mais le caddie est 2 fois moins rempli qu'avant, soit le caddie est pareil qu'avant, mais il coûte beaucoup plus cher qu'avant. Et ça, tout le monde dans le chat le reconnaît parce que c'est une réalité. L'inflation, elle existe. Et si vous voulez un bitcoin à 750 000, bah, ça veut dire que la baguette de pain est à 6 euros. Et ça, c'est chaud quand même. Faut pas Je pense l'oublier. il est quand même un peu dans le scandale, Arthur. Puis il est assez enfin, BitMEX, déjà, c'est quand même les gars qui ont inventé le x100 et pas mal de choses assez débiles. Par contre, ça reste quand même un gars hyper smart et son blog est vraiment une pépite. Donc, Très quali. Ah ouais, moi, je suis franchement, d'accord. c'est hyper quali et en plus, il maîtrise, bon, c'est un gars qui a été trader pendant super longtemps chez Credit Suisse, je crois, et il maîtrise le trolling. Mais par contre, c'est quand même un mec hyper solide qui a monté un exchange, qui a un moment imprimé de l'argent. Là, je sais pas trop comment ça va, BitMEX, je crois que c'est pas dingue, mais Bah, franchement, y a c'est Tether pas très loin, tu vois, quand même, hein, de ça. Mais après, je rejoins ce qu'il dit. Effectivement, ces prédictions peuvent s'avérer vraies, mais effectivement, ça ira avec une inflation parce que c'est juste l'impression monétaire qui fait que les prix s'envolent. Et d'ailleurs, c'était assez intéressant, mais j'avais déjà regardé le prix du Bitcoin divisé par la masse monétaire et vous vous rendez compte qu'au final, il y a quand même des choses qui sont c'est assez flat, en fait. En fonction de la quantité de monnaie, le prix du Bitcoin reste flat quand on le pondère comme cela. Ouais, Et à clairement. contrario, il y avait des théories qui étaient passées ces temps-ci avec des petits calculs à l'appui sur cette fameuse courbe qui a tendance à s'aplatir au travers du temps, sur le BTC notamment. Plus il capitalise et moins on monte d'itération en itération. Et c'est l'extrême opposé de la théorie de Arthur, du fait qu'on viendrait qu'à 60-70 000 sur le prochain cycle haussier au niveau du BTC. Vous pensez que ça peut arriver? Je pense que c'est conservateur. Et ouais, de toute façon, franchement. à chaque fois, les targets de nouveaux cycles, elles sont conservatrices et elles se font exploser en 3 mois. Regarde Oui. le cycle précédent. On avait fait des targets, elles ont été explosées Un en mois. janvier 2020. Non, peut-être pas en 3 semaines. 2020. Ouais, en 3 semaines. 2021. Ouais, en Ouais. janvier 2021, on avait fait des targets en octobre et en janvier, elles étaient explosées, quoi. Donc, en fait, le truc, c'est qu'un cycle haussier, c'est un cycle haussier et il reste quand même beaucoup de marge de progression pour notre écosystème. Donc, je suis pas. Non, après, le truc, c'est combien vaut $1? Pour moi, c'est la vraie interrogation de notre époque. C'est que pour la première fois depuis longtemps, l'inflation est revenue et l'inflation, pour l'instant, reste. C'est-à-dire que le pic de l'inflation, c'était il y a entre 1 an et 18 mois. Ça, c'est un fait. Mais elle n'est pas redescendue, hein. Et les taux d'intérêt directeurs restent extrêmement élevés. La Banque centrale européenne a continué d'augmenter ses taux très récemment. A priori, ne va pas arrêter de le faire. La Fed n'en parle pas pour l'instant, mais c'est aussi une possibilité que ça continue. On n'est pas sorti du loup, sorti du bois. Sorti du loup, ça veut rien dire, mais sorti du bois, quoi. Après, il y a aussi un truc, c'est que ça peut tout de même, quoi qu'il arrive, dans une certaine mesure, être un edge contre l'euro. Parce que si le dollar ne va pas bien à un moment ou à un autre, l'euro n'ira pas beaucoup mieux, voire même un peu pire.
Donc, ça peut être aussi intéressant. Et c'est toujours intéressant, grâce aux cryptos, de pouvoir être exposé à différentes monnaies, voire même à beaucoup de monnaies avec les autres monnaies qui sont basées sur la blockchain. Je suis très heureux d'avoir mon épargne en dollars. Grâce au stablecoin, je suis très heureux d'avoir mon épargne en dollars. Ça a été une terrible année pour l'euro. L'euro est à 1,05 $, à Noël, ce qui est terrible par rapport à plus tôt dans l'année. Et je suis très heureux. Moi, j'adore Angle Protocol. Ils ont sorti un super produit qui s'appelle le ST Euro, mais pour l'instant, je ne l'utilise pas parce que je gagne 8%. Je crois qu'ils ont baissé un petit peu là-dessus et c'est du vrai yield basé sur des reward assets et des produits qui sont intéressants. Mais le truc, c'est que pour l'instant, mon épargne personnelle, je préfère la garder en dollars. Je n'ai pas confiance dans l'euro. Christine Lagarde fait n'importe quoi, mais ça fait longtemps que je vous le dis sur cette émission, quoi. Donc, c'est très difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens qui ont leur épargne dans un livret A, ils se font massacrer 2 fois. Ils se font massacrer une fois parce que le rendement de leur livret A est inférieur à l'inflation, et ils se font massacrer une deuxième fois parce que de toute façon, l'euro ne vaut plus rien et vaut de moins en moins. Donc, c'est extrêmement difficile pour l'épargnant moyen. Mais ça, c'est un concept qui est assez difficile à comprendre en fait dans l'absolu. Et je pense que c'est un peu le b.a.-ba que 90% des Français n'ont pas compris. Le principe de rendement net d'inflation et ensuite la parité de pouvoir d'achat. Donc si vous avez des idées pour faire comprendre, on devrait enseigner ça à l'école, tu vois, ça devrait être un peu la base du truc. Parce qu'aujourd'hui, on voit que des gens sont super contents de se dire « Oh, le livret A, il est à 3%. » Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que l'État n'a aucun intérêt à éduquer les gens. Eux, ils sont très contents de payer 3% sur des trucs qui leur rapportent sur les marchés 5, 6, 7. Tu vois. C'est de l'argent gratuit pour eux. Si, parce qu'en fait, tu vois, aujourd'hui, on a eu un mouvement des retraites où les gens voulaient tout brûler parce qu'on augmentait la retraite d'un an ou je sais plus combien, 2 ans, alors que en fait, la moyenne, la longévité a juste explosé et que juste on travaille plus longtemps, enfin on vit plus longtemps, donc ça paraît normal. En fait, si les gens investissent et que tu crées de la retraite complémentaire, pour la retraite obligatoire, elle devient beaucoup moins importante. Donc, moi, je pense que si, il y a un intérêt à éduquer les gens. Après, les banques n'ont aucun intérêt à éduquer les gens parce qu'elles prennent tous nos dépôts, tout votre argent qui est dans une banque, en gros, elles font de la réserve fractionnelle dessus, elles le prêtent à d'autres gens elles le prêtent d'ailleurs à des pétroliers. C'est leur grand dada, les banques françaises. Et elles gagnent, je sais pas, elles font 10% de rendement et elles vous en donnent 0 si c'est un compte de dépôt et 3% si c'est un livret A. Et après, elles vont pleurer à la Banque de France en disant « Oh non, c'est trop ». Donc, pour moi, les vrais méchants dans l'histoire, les gouvernements, il est incapable, mais les vrais méchants, c'est les banques, parce qu'elles, vraiment, c'est du vol. Et à une période comme maintenant, pour les banques, c'est juste génial, parce qu'elles se gavent, elles gagnent des milliards juste gratuitement. Elles prennent votre argent, elles la mettent à la banque centrale, voilà, et après, elles arbitrent. Et c'est de l'argent gratuit, quoi. Et après, dans les cryptos, on le voit par les émetteurs centralisés de stablecoin. C'est-à-dire que Circle et Tether gagnent en moyenne entre 1,5 et 2 milliards de dollars de profit pur par trimestre. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des USDT, vous ne gagnez rien. Voilà. Tether vous donne absolument rien. Mais par contre, eux, tous les dollars qui sont backant ces USDT, ils gagnent 5, 6, 7% dessus. Et ils les mettent sur à la 50, 60 milliards, quasiment aucun risque, free money. Et il y a 60 personnes qui travaillent chez Tether. Donc, c'est probablement l'une des entreprises du monde qui est le plus profitable par salarié. Vous imaginez des milliards par trimestre gratuitement. Et maintenant, ça, c'est Tether, c'est 50-60 milliards. Je n'ai pas le chiffre exact en ce moment, mais il y a eu beaucoup de volatilité cette année. Maintenant, imaginez le secteur financier en global. Imaginez les banques, les acteurs, les entités financières. On est sur des chiffres qui sont absolument hallucinants. Astronomique, quoi. Astronomique. Yes, et il y avait donc quelqu'un qui disait sur le chat, je pense que c'est le cas d'autres personnes, puisqu'on est 700, bientôt 50, qui a raté le début d'émission et qui donc ne connaît pas l'invité. Donc ça va être le moment de te présenter, cher Mounir, de nous dire en quelques mots ce que tu fais chez Finari et qu'est-ce que propose Finari. Je vais mettre le lien dans le chat. Je rappelle, pour ceux qui nous ont pris en cours de route, que l'émission n'est pas sponsorisée ou nous n'avons pas de lien financier. Comme je disais
disais en début d'émission, j'aurais adoré investir dans Finari, mais malheureusement, c'était parti beaucoup trop vite. Donc, j'espère que plus tard, il y aura d'autres tours ou voilà, ce genre de choses. Mais en tout cas, n'hésite pas à nous dire un peu comment t'es venue l'idée de Finari et pourquoi tu as développé ce projet qui séduit de plus en plus de personnes. Yes, merci pour l'invite déjà, très cool d'être là. C'est mon premier Twitch, donc tu vois, je découvre les codes, mais en tout cas, j'adore, j'aime beaucoup l'humour. J'aime beaucoup la question qui était de savoir si Marc était en GAV, donc moi aussi j'ai envie de savoir maintenant si tu es en GAV là en ce moment. C'est Manu, c'est pas moi. C'est moi. C'était Manu, pardon. Est-ce que tu es en GAV du coup? C'est pour ça. Ok. En GAV ou dans le KGB. Donc, moi, je m'appelle Mounir, j'ai créé Finari il y a 3 ans avec un ami qui s'appelle Julien. Et en fait, on est parti d'un besoin personnel. On avait investi dans plein de choses, notamment la crypto. J'ai investi en crypto depuis 2015-2016. Et j'avais pas d'outils pour suivre mon patrimoine qui était donc en crypto, en actions, j'avais de l'immobilier, j'avais des métaux précieux, plein de choses. J'avais aussi des comptes bancaires dans plein de banques. Et donc, je me suis dit, clairement, ça m'emmerde de faire un Excel. Donc, je vais créer une app pour moi avec mon associé. On va juste avoir un truc pour nous, quoi. Donc, on a développé un petit logiciel, on l'a partagé avec des amis. Et ça a pris assez vite. Et finalement, Finari, c'est devenu une boîte. Et aujourd'hui, on est 250 000 à l'utiliser. On a 31 salariés. On est basé à Paris, mais on est remote. Donc, il y a des gens qui travaillent dans toute la France. Et on permet de suivre tout un patrimoine. Donc, tu vois, tu peux ajouter un wallet BTC. Tu peux connecter ton compte Crédit Mutuel Arkea. Tu peux connecter Trade Republic, Revolut, tout ce que tu veux, ajouter ton bien immobilier. Et nous, on va te donner vraiment la vision globale. Et on va en plus de cela, on va analyser ce que tu fais et ce que tu as dans ton patrimoine pour t'aider à optimiser. Donc, typiquement, un truc qu'on adore, c'est on va aller analyser les fonds que tu as pour voir si tu n'as pas des frais, tu ne payes pas des frais abusifs et on va t'aider à économiser sur des frais. Les frais, c'est vraiment un poison pour en reparler tout à l'heure. Mais si vous ne savez pas comment fonctionnent les frais et que vous avez des fonds d'investissement, il y a des chances que vous êtes en train de vous faire voler et c'est assez facile d'éviter ça. Donc, on essaye vraiment d'amener de l'intelligence avec de la data, quoi, et on aide les utilisateurs à mieux gérer leur patrimoine. Et après, j'arrêterai de faire mon pitch. Et là, récemment, la semaine dernière, on a lancé notre plan d'investissement crypto parce que moi, je suis un méga bull crypto et je pense qu'on est à l'aune du plus grand bull market de l'histoire. Quand je regarde tous les trucs qui s'accumulent, c'est les ETF crypto, le halving, tous les acteurs institutionnels qui sont en place maintenant. Je me dis, tout est en place, même les banques qui impriment comme jamais. Donc, c'est littéralement pour ça que BTC a été construit et aussi d'autres cryptos. Donc, on a créé un produit pour investir en crypto parce que moi, je ne crois pas du tout au trading. Donc, je ne fais aucune analyse technique, je ne fais pas d'analyse fondamentale, enfin, je ne fais pas d'analyse de boîte. Moi, je fais que du passif. Et donc, le produit, le plan d'investissement crypto, c'est exactement ça. On peut créer son petit panier d'ETF. Il y a 14 cryptos. Ensuite, on définit une fréquence, un montant. Donc, par exemple, je vais investir tous les jours Bitcoin, Solana et Ripple, 50 € sur chacun. On met ça en place, on dépose de l'argent en SEPA Instant, donc en virement instantané. Et après, ça s'exécute automatiquement. On ne prend pas de spread, qui est un peu la passion de tous nos concurrents. On ne prend pas de frais de dépôt, on ne prend pas de frais de retrait. On peut déposer en euros chez nous, ça marche encore. C'est des IBAN français d'ailleurs, ce n'est pas des IBAN dans un pays un peu sombre. Et on prend 0,99% de frais pour nos membres Finari Plus. Et sinon, c'est 1,49%. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un produit hyper simple pour les gens qui veulent investir à long terme sur la crypto. Et là, on a commencé avec ça. On va ajouter aussi du staking, on va ajouter plein d'autres fonctionnalités. Mais en tout cas, on est super content parce que ça part super bien. Et même si on est en bear market, nous, on voit qu'il y a vraiment de l'intérêt. En moyenne, un utilisateur Finari, il met 393 € par mois en crypto. Donc, c'est quand même, c'est une part importante de sa strat. Et 70% des volumes sont captés par Bitcoin et Ethereum. Par contre, donc ça, c'est assez intéressant. C'est vraiment la majorité va quand même sur les deux gros du marché. Quelle répartition entre les deux? C'est 35%, 35 points Bitcoin et 30 points Ethereum. Bitcoin, c'est vraiment le plus rentable. Mais tu vois, là, quand on va lancer le staking, je pense que Ethereum repassera au-dessus parce que tu peux pas staker Bitcoin. Enfin, tu peux, mais bon, c'est pas incroyable. Tu peux faire du lending sur Bitcoin, mais franchement, ça rapporte pas grand-chose. Et donc, cette idée de pouvoir générer du revenu passif, je pense que ça repoussera
ça repoussera Ethereum. Mais de toute façon, un bull market, c'est toujours comme ça. C'est toujours Bitcoin qui lance la danse. Après, il y a Ethereum qui suit. Ensuite, il y a des shitcoins de l'espace qui prennent le dessus et après tout s'effondre. Mais pour l'instant, Bitcoin, c'est toujours comme ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, vous demandiez, enfin, vous regardez les prix et tout. Bon, moi, je ne suis pas du tout un gars qui était là en 2013, mais bon, 2015, 2016, il y a quand même eu plusieurs bear markets. J'ai l'impression d'avoir déjà vu le film. Et en fait, le seul truc, c'est de ne pas mourir d'ennui là, en attendant qu'il se passe quelque chose. Et c'est le DCA, c'est vraiment ça, quoi. Moi, j'ai aucune idée quand ça va repartir. Par contre, je sais que ça va repartir et je sais que j'ai envie de m'exposer à X% de mon patrimoine en crypto. La crypto, c'est un truc vraiment important pour moi. Et donc, le produit DCA, c'est vraiment le plan d'investissement crypto, c'est vraiment ça. C'est un truc hyper simple, transparent. Et le jour où ça repartira, tout le monde sera content. Et en attendant, si ça baisse, on est content aussi parce qu'au moins, on achète les dips. Et il y a pas mal de personnes qui demandaient dans le chat quelle était la chaîne sur laquelle tu officies. C'est le même nom, Finari, tout simplement, Finari, ouais. avec Finari un HQ. Y. Et du coup, c'est la question que l'on se pose, puisque maintenant que tu fais cette émission depuis pas mal de temps, tu as analysé pas mal de portefeuilles, de profils, etc. Ouais. Tu as la vision aussi du CEO de ton app. Quel est le profil type, le profil moyen qui se présente à toi? Et qu'est-ce que tu en retiens comme expérience, que ça soit positif, négatif? Enfin, voilà. Ouais, c'est une bonne question. En gros, le profil type chez nous, c'est quelqu'un qui va être cadre dans un grand groupe, qui va gagner à peu près entre 60 et 80 000 euros par an, qui généralement est marié. Et son patrimoine, ça va être 70% de l'IMO, généralement sa résidence principale, peut-être un bien locatif ou un peu de SCPI, c'est des fonds immobiliers. Après, il y aura 15-20% d'actions, ETF et du fonds euro, qui est une horreur absolue, on pourra en parler. Et un petit peu de crypto, généralement c'est 5%, c'est assez petit la crypto. Et après, le reste, ça va être plein de petits invests, pas mal de cash sur des livrets aussi, malheureusement. C'est bien d'avoir du cash, je pense, sur des livrets, mais la réalité, c'est que nous, ce qu'on préconise tout le temps, c'est d'avoir entre 3 et 6 mois dans un matelas de sécurité, et donc 3 et 6 mois de dépenses. Au-delà, en fait, on fait un cadeau à sa banque, et ça ne sert à rien. En deçà, on prend un risque quand même qu'en cas de coup dur, je sais pas, on peut tous avoir un coup dur dans la vie, et on soit un peu à court de liquidité, et après on tombe dans une spirale du surendettement. Donc, en tout cas, la grosse erreur que je vois dans quasiment tous les patrimoines, et oui, je regarde les questions en parallèle, on suit la valeur des montres. Quand on connecte un compte sur Finari, en fait, on ne stocke pas les identifiants, c'est stocké chez un partenaire, donc on a un accès à lecture seul. Quand vous rentrez, vous connectez Binance, nous, on a des clés API read-only, donc en fait, on ne peut jamais trader chez eux sur votre compte, on ne peut jamais faire de retrait. C'est vraiment que de la lecture. Et donc, l'erreur principale, c'est vraiment l'immobilier. Il y a un chart assez intéressant. Je vais essayer de voir si je peux le retrouver pour qu'on le regarde. Mais en gros, c'est la répartition l'allocation des patrimoines en fonction de la richesse. Et on voit que plus on est pauvre, plus on a d'immobilier, et plus on est riche, plus on est sur du financier. Et les gens les plus riches, en fait, ils ont quasiment que du financier, c'est-à-dire ils investissent que en actions, en obligations aussi, ou en crypto un petit peu, parce que c'est liquide, et en fait, c'est comme ça qu'on crée vraiment de la richesse. L'immobilier, c'est un peu la passion française, c'est cool, mais la réalité, c'est que c'est très, très risqué, en fait, d'avoir un bien sur lequel on concentre tout. Pour moi, acheter sa résidence principale, c'est pas vraiment un investissement, c'est plus un coup de cœur. Donc, c'est un choix à faire. Mais la réalité, c'est que le choix le plus rentable, typiquement, c'est pas d'acheter, c'est de louer. Et le choix qui est encore plus rentable, en fait, c'est d'investir dans les marchés financiers ou en crypto, parce qu'en fait, on est hyper liquide, et c'est ça qui croît. Le S&P 500, c'est l'indice, les 500 plus grosses valeurs américaines, ça fait 10% par an, 10% en annualisé sur 100 ans. L'immobilier, ça fait pas du tout ça, quoi. On est très, très loin de ça. Et surtout, en fait, on capte la richesse. On capte la richesse des plus belles boîtes du monde. Et il y a plein de façons hyper simples de faire ça. On n'a pas du tout besoin d'être un génie du trading, de trouver les bonnes valeurs qui montent. C'est hyper simple de le faire. Aujourd'hui, il y a des produits qui permettent à n'importe qui de faire ça et d'avoir le rendement du S&P 500, qui est juste le moteur de création de richesse le plus puissant que le capitalisme ait jamais créé. D'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, vite fait à Manu, avant qu'on lance le live.
C'est notamment une fonctionnalité qui est super agréable sur Finari d'avoir, par exemple, si on a un ETF en portefeuille, les frais comparatifs pour te dire là, vous payez trop de frais, vous pourriez descendre sur tel truc à 0,15 ou ça, c'est vraiment pas mal aussi. C'est là où tu te fais saigner en plus les frais. En règle générale, c'est ce qui fait la différence entre une bonne performance et une bonne performance, quoi. Exactement. En fait, je prends juste une seconde parce que c'était une question importante. Il y avait un des membres de la communauté qui était un peu inquiet d'apporter ses wallets et ses comptes bancaires dans l'application Finari. Ça, c'est des choses qui sont et donc j'ai pas d'action chez Finari, donc je pense que les gens me croiront si je suis un peu neutre là-dessus. C'est des choses qui sont très ah oui, c'est vrai que j'ai une veste. Je suis corrompu. Mais à part ça, retourne pas ta veste. ouais, je l'ai pas encore retourné, donc ça va. Parfait. Par contre, c'est des choses qui sont très régulées et très normalisées et standardisées. C'est ce qu'on appelle la directive PSD2, si je ne dis pas de bêtises, de l'open banking au niveau européen, qui a ouvert les API, donc les communications entre les acteurs financiers. C'est une obligation légale. Ça a mis très longtemps à se mettre en place parce que les banques, c'est vraiment des boomers et ils ont freiné des 4 fers. Mais maintenant, c'est Voilà, mais maintenant, c'est plutôt bien en place, ce qui permet à des startups telles que Finari d'avoir accès à ces données de manière sécurisée, dans des channels qui sont très régulés et surtout en read-only, et c'est pour de vrai. C'est vraiment, un Finari ne pourra jamais trader à votre place ou faire un virement aux îles Caïmans à votre place. Et donc, je sais qu'il peut y avoir une inquiétude, mais on est sur quelque chose qui a été extrêmement régulé, notamment au niveau européen. Exactement, on a la chance d'avoir ça et là, d'ailleurs, la régulation PSD 3 va sortir, bon, pas tout de suite, mais assez, je pense d'ici quelques années, et ça augmentera encore le champ. Mais aujourd'hui, on se connecte en fait à l'API d'une banque en direct, et donc il faut effectivement rentrer ses identifiants, mais ils passent jamais par chez nous. Et c'est littéralement la banque qui nous fournit son API, enfin, elle l'a fourni à un de nos partenaires en l'occurrence, qui eux sont régulés aussi par la CPR, etc. Nous d'ailleurs, on est régulé par l'AMF, on est PSAN, prestataire de services en actifs numériques, au même type que Binance, que Swissborg, que Trade Republic, pour offrir notre plan d'investissement crypto. Et là, je voyais une question. Est-ce qu'on peut retirer sur Ledger? Alors oui, tu peux retirer tes cryptos que tu achètes chez nous sur ton Ledger sans problème. Et on va proposer un virement automatique. Ouais. Donc tu pourras définir que toutes les semaines, tu veux retirer, ou dès que tu as atteint 500 € de Bitcoin, ou j'en sais rien. Enfin, en fonction de certaines règles, tu pourras retirer automatiquement sur ton Ledger ou sur ton wallet. Alors, les gens demandent le prix. En fait, c'est 1,50 sur vos ordres. Et si vous êtes membre abonné, c'est 1, c'est ça? C'est 0,99, ouais. 0,99, 1,49. Et Voilà. l'app, elle est gratuite. C'est-à-dire que là, vous pouvez télécharger Finari. Vous allez pouvoir connecter 3 comptes bancaires. Et après, au-delà, il faudra s'abonner. Et ça coûte soit 4,50 € par an pour avoir juste les connexions illimitées, soit ça coûte 10 € par mois pour avoir les connexions illimitées et ce qu'on appelle les insights, donc toutes les analyses, les frais, la projection de patrimoine, l'exposition géographique, la projection des dividendes, enfin plein de choses. Là, on est en train de bosser sur une partie budget. Donc bientôt, vous aurez toutes vos transactions, la catégorisation, votre cash flow. Il y a vraiment, l'idée, c'est vraiment que ça soit votre cockpit financier, que vous ayez toutes les datas dont vous avez besoin pour prendre les bonnes décisions. Et comment on commençait à toucher du doigt tout à l'heure le côté ETF. Enfin, vas-y Marc, si tu voulais embrayer. Non, c'était une question technique, on verra un petit peu plus tard. Okay. C'est les ETF, je pense que... Ouais. Comme on touchait du doigt les ETF tout à l'heure, je sais que très souvent, pour avoir vu la majorité des vidéos sur YouTube, c'est un truc qui revient très très souvent. On a beaucoup de profils de gens qui soit mettent beaucoup d'ETF, soit n'ont aucun ETF et des actions complètement à gauche, à droite, que parfois ils savent même pas pourquoi ils ont rentré autant d'actions. Et c'est vrai que ça paraît être un peu la botte magique, l'ETF, dans la vie d'un investisseur, que ça soit un investisseur débutant ou un investisseur qui est bien plus avancé dans ses invests. Et du coup, je voulais voir avec toi, justement, maintenant que tu as ce recul et que tu as analysé des dizaines et des dizaines de portefeuilles, est-ce que pour toi, c'est vraiment la fameuse botte magique, les ETF, comme le MSCI World ou des trucs comme ça? Et comme tu le disais tout à l'heure, on a des historiques sur des dizaines d'années et pour le SP500, des centaines d'années. Et est-ce que quelqu'un qui connaîtrait rien, justement, aujourd'hui, c'est peut-être la porte d'entrée un peu facilitée, un ETF, pour avoir sur mon premier investissement sans, entre grands guillemets, se prendre la tête? Ouais,
Ouais, c'est une bonne question. D'ailleurs, je vois qu'il y a plein de questions sur Finari, je pourrais y répondre après mais j'essaierai d'y répondre. Moi, en gros, j'ai travaillé avant dans une structure qui gérait une quinzaine de milliards d'euros et on travaillait avec des gérants professionnels. Et en fait, nous, notre boulot, c'est de sélectionner les meilleurs gérants pour que eux gèrent une partie de notre argent. Et en fait, on s'est rendu compte après plusieurs années que les gérants professionnels, qui étaient des gens qui avaient des équipes de trading, des formations, qui avaient des analystes, qui avaient tous accès au patron, tout, en fait, ils n'arrivaient pas à faire mieux que le marché. Ils n'arrivaient pas à faire mieux que le S&P 500. Ils n'arrivaient pas à faire mieux que le MSCI World, que le CAC 40, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, juste mathématiquement, ces gens-là prennent des frais pour payer leur vie et pour payer leur maison de vacances dans le sud. Et donc, vu qu'ils prennent des frais qui sont généralement entre 1 et 2, voire 3% par an, ils doivent surperformer le marché de ces frais juste pour faire le marché. Donc, si je prends 3% de frais, il faut que je fasse le marché plus 3% juste pour faire pour que mon client ait la même chose que via un ETF qui fait le marché. Et donc ça, le répliquer d'année en année en année, en fait, juste c'est impossible. Et donc il y a une étude qui est assez cool qui s'appelle l'étude Spiva, qui analyse la performance des gérants et qui montre que statistiquement, il y a 90% des gérants américains qui sous-performent le marché sur 5 ans. Il y en a encore plus en Europe d'ailleurs. Et sur les très longues périodes, sur 20 ans, il y a quasiment personne qui arrive à battre le marché. Du coup, comment un investisseur particulier comme tout le monde, et nous ici, peut s'exposer au marché? En fait, la façon la plus simple, c'est d'acheter un ETF. L'ETF, c'est l'instrument le plus bête qui existe. Il va juste acheter tous les titres qu'il y a dans un indice. Donc, par exemple, sur le S&P 500, il va acheter les 500 boîtes et son seul but, c'est de faire la même chose que l'indice. C'est si le S&P monte, l'ETF il monte. Si le S&P baisse, l'ETF baisse. Et donc, ce qui est génial, du coup, c'est qu'il n'y a pas de décision de trading, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de gérant qui doit avoir une super stratégie d'investissement. Il va juste répliquer la performance du marché. Et il va le faire pour très peu de frais. Donc, généralement, un bon ETF, ça prend moins de 0,3% de frais, 0,4 en France. Malheureusement, les ETF sont encore assez chers, je trouve. Aux États-Unis, on peut trouver pour beaucoup moins cher. Et donc, pour 0,2, 0,3% de frais par an, on a la performance du S&P 500 sans rien faire, puisque voilà, on est sûr d'avoir exactement ce qu'a le S&P 500. Et ça, vous pouvez l'acheter via votre compte titre. Donc, je ne sais pas, vous avez un compte titre Trade Republic, vous pouvez l'acheter. Je n'ai pas d'action chez eux ou de Giro ou n'importe qui. Vous pouvez l'acheter via un PEA, une assurance vie. Donc, en plus, vous pouvez l'acheter de façon fiscalement optimisée. Donc, c'est vraiment pour le PEA, pour l'assurance vie aussi, tu as des avantages. Et même pour le compte titre, en fait, tu as la flat tax. Tu n'as pas d'avantage, mais en fait, juste avoir la flat tax, c'est déjà pas mal. Une flexibilité énorme et beaucoup plus d'instruments, parce que l'assurance vie et le PEA sont généralement limités en termes d'accès. Donc, franchement, c'est un instrument de dingue. Et aujourd'hui, s'il fallait choisir, moi, j'ai 90% d'ETF dans mon patrimoine financier et j'ai un 10% de stock picking parce que j'aime quand même bien investir dans des boîtes, c'est cool. Il y a des produits que j'adore Apple, donc voilà, je suis actionnaire Apple, j'adore LVMH. Alors, j'ai aucun objet de luxe parce que ça ne m'intéresse pas, mais je trouve que c'est une boîte de dingue. Et en fait, LVMH, c'est un ETF luxe parce qu'ils ont un panel de marques qui est juste dingue. Ils ont tout. Et ils ont tout. Encore plus que Kering. Ouais, voilà, ils ont explosé Kering. Maintenant, c'est la plus belle marque, la plus belle maison de luxe au monde. Donc, on a une chance incroyable d'avoir ça en France. Et donc, j'ai quelques positions, 10%, mais le reste, ça reste de l'ETF. Et la réalité, c'est que ma stratégie, elle est hyper ennuyeuse. Moi, je fais du DCA sur des ETF tous les mois depuis des années. Et sur mon portefeuille stock picking, alors là, en ce moment, je surperforme mes ETF, mais parce que j'ai de la chance, j'ai des pétrolières. Mais sinon, sur le long terme, je suis sûr à 100% que je me ferai battre par mes ETF parce qu'il suffit que je chope un mauvais titre ou que je rate quelque chose pour me faire retourner. Et surtout, ce qui est cool avec les ETF, c'est qu'on n'y pense pas, quoi. Juste, on sait ce qu'on va avoir et donc il n'y a pas à réfléchir pendant 1000 ans, à se dire est-ce que le titre, il faut encore que je le garde, je le vends, je fais ci, je fais ça. C'est le marché de toute façon. Et un bon investissement, enfin, si l'investissement, ce n'est pas votre passion, moi, ce n'est pas ma passion, moi, j'ai envie d'y passer le moins de temps possible. Et donc, ça, c'est une bonne façon de le faire. Et dernier truc, c'est que les actifs financiers, on parlait de l'immobilier tout à l'heure, c'est liquide. Si on appuie sur un bouton, on peut vendre son ETF et on récupère de l'argent. L'immobilier, c'est pas liquide. Les SCPI, c'est pas liquide. Il y a plein de choses, d'actifs qui ne sont pas liquides. Et ça a un coût. Parce qu'aujourd'hui, dans un marché comme ça, moi, je préfère être liquide
que ne pas l'être, quoi. Il y a vraiment une prime à la liquidité aujourd'hui. Bah, en fait, aujourd'hui, malheureusement, tu as un bon 60-70% des Français qui ont 80% de leur patrimoine qui est loqué dans leur résidence principale et il leur Ouais. reste une quinzaine d'années de crédit. Et du coup, il y a beaucoup de gens en France qui sont millionnaires, mais en fait, ils n'ont pas de cash, ils n'ont pas d'action et ils vivent chichement parce que, bah, au final, quasiment tout leur patrimoine, bah, ils vivent dedans. Et du coup, bah, c'est un coût pour eux, c'est une liabilities et ça ne produit aucun revenu et ça coûte des taxes foncières, ça coûte de l'entretien, ça coûte des choses. Alors peut-être que c'est des choses qu'ils pourront transmettre à la génération suivante et on leur souhaite, hein, bien sûr. Hein, c'est pas inutile d'avoir de l'immobilier, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est dommage de constater que la majeure partie des Français, au final, leur patrimoine, il est ni liquide ni vraiment dirigé. C'est comme par dépit, ils ont fait comme tout le monde, c'est-à-dire on leur a dit qu'il fallait être propriétaire, on leur a dit il faut un CDI, on leur a dit il faut s'engager sur 25 ans et 30 ans. Et puis voilà, quoi, ils ont suivi les rails et maintenant ils se retrouvent 10 ans, 15 ans, puisque bah, la moyenne d'âge des gens qui regardent l'émission, probablement vous avez quelques années de crédit après derrière vous, et vous vous retrouvez à vouloir déployer du capital, vouloir diversifier votre portefeuille, et le cash n'est pas là. Le cash n'est pas là parce que bah, vous avez tant d'euros de crédit à rembourser tous les mois, vous avez tant de salaires, vous avez tant de pouvoir d'achat qui s'est fait démolir ces dernières années, et du coup, bah, ce qui reste à investir sur les marchés, c'est peau de chagrin, quoi. Et ça, ça fait partie des choses qu'il faut transmettre. Moi, par exemple, je ne suis pas propriétaire. Et je pense que ça a été la meilleure décision financière de ma vie de ne pas prendre un crédit immobilier à 25 ans et plutôt de déployer sur les marchés parce que maintenant, si je souhaiterais être propriétaire, j'achète cash. Alors, bien sûr, je fais partie des privilégiés, j'ai eu énormément de chance dans ma vie et je comprends, il n'y a pas de souci. Mais je pense que même si je ne faisais pas partie d'autant les privilégiés, je serais en bien meilleure position de rentrer dans l'immobilier et de prendre un crédit avec un apport qui est bien plus conséquent que si j'avais signé à 25 ans. Parce que bah, le cash que j'ai eu entre le montant de ce que coûte un crédit et ce que coûte un loyer, et ben, je l'ai déployé sur les marchés parce que bah, et j'ai pas eu la même vie que les gens qui se mettent une corde autour du cou, quoi. Moi, c'est pareil, hein, tu vois, je ne suis pas propriétaire non plus. Et alors, moi, c'était un peu différent. Je n'ai pas mis mon argent sur les marchés à l'époque. Je l'ai mis dans mon outil de travail qui coûtait très cher. Donc, au final, il fallait faire des choix entre investir dans un outil de travail ou investir dans un appartement, une maison. Enfin, ça aurait plutôt été un appartement à l'époque. Et effectivement, même aujourd'hui, moi, j'ai des potes qui ont un appart, ils me disent, tu vois, c'est un enfant supplémentaire. J'en ai déjà pas mal des enfants. Et donc, au final, j'ai pas besoin d'un autre enfant du jardin, de passer la tondeuse, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et qui est très chronophage et qui est très, comme tu l'as dit, très coûteux et dont la fiscalité, à mon avis, ne va aller qu'en augmentant, puisque si on considère que en ces temps difficiles, il faut aller chercher l'argent des Français, il est principalement dans l'épargne et dans l'immobilier. Et donc, on voit bien qu'il y a eu des hausses de plus de 50% de la taxe foncière cette année à Paris. Ah, mais oui, mais ça, c'est une folie, hein. Moi, désolé, à 36-15, je raconte ma vie, mais je paye la taxe foncière de ma mère. Genre, bah, il faut, voilà, c'est chacun son truc. Et genre, c'est pas le même prix que l'année dernière. Il s'est passé quoi en France, les amis, là? Qu'est-ce qui se passe? C'est du coup 30% par et après, voilà, j'ai de la chance, je suis privilégié, mais je pense qu'il y a des gens qui l'ont très mal vécu cette année. Moi, je le vivais déjà mal quand je payais la taxe d'habitation, pour te dire. Ouais, tu vois, l'immobilier, je pense qu'il y a vraiment deux trucs. Il y a des gens qui parlent du levier dans le chat, et ils ont raison. En France, on a quand même une chance de dingue, c'est qu'on a des taux fixes. Et en fait, en France, la production de crédit, 95%, c'est du taux fixe, alors que tu regardes en Pologne, c'est 100% de taux variable. En Angleterre, c'est 98% de taux variable. Et taux variable, ça veut dire quoi? Ça veut dire là, les taux montent comme maintenant. Bon, en fait, la mensualité à 800, elle passe à 1000. Et après, elle passe à 1200. Et donc, en gros, là, il y a plein de gens, plein de propriétaires dans ces pays-là qui sont obligés d'augmenter les loyers pour faire face à la hausse de mensualité. Du coup, ils ont quoi? Ils ont des défauts de locataires qu'ils ne peuvent plus payer. Donc, ils se retrouvent avec des biens. Eux-mêmes sont en difficulté financière, donc eux, ils veulent vendre leurs biens, sauf que le marché il est bloqué parce que les taux, ils ont explosé. Et donc là, tu es dans une spirale infernale. Donc en France, on a quand même les taux fixes. Donc c'est vrai que si moi, je pouvais revenir en arrière et je pouvais parler au moi d'il y a longtemps qui a signé son premier CDI, je dirais endette-toi à fond
et achètent des biens locatifs. Parce qu'en fait, la différence entre une résidence principale et un bien locatif, c'est que le bien locatif, il génère du flux, quoi, il génère du cash. Et donc, à l'époque, franchement, les taux étaient tellement bas que c'était assez simple de faire un bien qui s'autofinançait. Aujourd'hui, les gars qui vous vendent des biens autofinancés sur YouTube, c'est vraiment super difficile. C'est vraiment très difficile. Pour le faire, c'est quasiment, ça commence vraiment à devenir chaud. Donc, moi, si j'avais un conseil à donner, ce serait quand même, si vous êtes en CDI, utilisez votre capacité d'emprunt pour acheter du locatif. Il y a plein de dispositifs qui sont vraiment cool, notamment le LMNP, qui est assez facile et qui permet d'écraser le résultat en amortissant le bien. Et concrètement, c'est la plus belle niche fiscale qui reste. C'est la dernière, honnêtement, qui reste dans l'immobilier locatif. Mais par contre, et d'ailleurs, j'ai fait un thread Twitter où j'explique tous les déboires que j'ai eu sur un bien que j'ai acheté il y a quelques années. C'est une galère incroyable, quoi. Moi, j'ai eu le toit qui allait s'effondrer. Après, j'ai un locataire qui s'est barré le mois où j'ai acheté. Après, j'ai l'autre qui paye plus. Après, j'ai que des trucs. Le syndic, c'est des incompétents. En fait, on se demande pourquoi les syndics existent Et la rentabilité, tout ça pour une rentabilité qui est souvent en dessous de l'inflation, quoi. Donc, pourquoi quel intérêt? Tu vois, c'est effectivement, vu que tu as la banque qui te donne cette capacité d'emprunt gratuitement, autant la prendre, mais il faut bien avoir conscience que ça va être hyper chronophage. Et tu vois, parce que Manu, tu as raison, un autre play, ça peut être de dire, moi j'ai investi dans mon business ou dans mon outil productif, et en fait, je préfère m'enrichir avec mon business pour plus tard m'acheter de l'immobilier, mais pour me faire plaisir. En gros, je m'achèterai l'appart qui me fait rêver, mais ce ne sera pas un investissement. Je ne ferai pas ça pour l'argent, parce que je ferai juste ça parce que j'aurais créé plus de richesse ailleurs. Et la réalité, c'est que c'est plus simple de créer de la richesse avec son business qu'avec avec de l'IMO. Mais c'est quand même une stratégie intéressante, je pense. Surtout pour cette histoire d'auto-fixe. Ouais, et c'est pas beaucoup les taux fixes. Le levier, c'était pas mal. Hein. Il y a pas mal de gens, effectivement, quand tu arrivais avec du 10%. Mais pareil, c'est pas pour tout le monde. Il faut avoir quand même derrière déjà être un petit peu solide, etc. Être solide, ça prend du temps, effectivement. Et surtout, ça. Pourquoi je déconseille aux gens? Parce que 80% des gens, s'ils ont un locataire qui ne paye pas 3 mois de suite, ce qui peut arriver, hein, et ce qui va arriver, ouais. parce que les gens, c'est des êtres humains. Hein. Parfois, c'est pas juste des cons. Hein. Parfois, ils ont perdu leur boulot. Parfois, ils divorcent. Parfois, ils ont des soucis de santé, etc. Et voilà, c'est des êtres humains et les conneries, ça arrive. Alors oui, sur le papier, il y a des assurances, sauf que les assurances, c'est bien jusqu'au moment où on en a besoin. Après, on découvre que, oui, ils payent, mais 6 mois, 9 mois plus tard. Et il y a beaucoup de gens qui font de l'investissement locatif, qui ont un crédit à répayer et qui ont fait leur petit calcul. Ah oui, ça passe, c'est bon, je vais gagner tant par mois. Et ok, je vais serrer les fesses pendant 10 ans, mais après, ça va être trop cool. Et ils se prennent 1 mois, 2 mois, 3 mois, et après, ils sont morts. Après, ils sont littéralement financièrement en dette. Donc, il y a aussi un truc, tu l'as dit, hein, les locataires, quand tu es chef d'entreprise et que tu as déjà des employés, c'est déjà assez cancer comme ça que pour se rajouter en plus des locataires. Quoi. Et surtout quand c'est des vrais gens, tu vois. Moi, des êtres humains. Oui, mais en plus, c'est des vrais gens. Il y a des gens, ils te payent pas. Alors, ils ont pas le droit de pas te payer. On est d'accord. Un locataire est censé payer son loyer. Mais après, on reste des êtres humains. Et moi, j'ai d'autres choses à foutre dans la vie que de foutre la pression à une mère de famille célibataire. Tu vois. Moi, je préfère gagner mon argent sur les marchés, tu vois. Et je suis tranquille, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est, tu vois, qui est dingue quand tu regardes. Tu mets ça en parallèle des marchés actions. Tu te dis, en fait, tu peux acheter des parts dans Apple, dans LVMH, dans Exactement. Des boîtes qui sont les plus belles boîtes du monde, qui créent une richesse de dingue. Ces boîtes vont même te payer un dividende. C'est vrai que tu peux pas faire de levier. Enfin, tu peux faire du levier, mais c'est pas vraiment conseillé. Mais en attendant, tu peux t'asseoir à la table des grands et c'est en un clic, quoi. Et le jour où tu en as marre, tu recliques et t'es sorti. Et ça, c'est un truc de dingue. Et si tu fais ça tous les mois, en fait, oui, tu vas t'enrichir et tu vas atteindre tes objectifs. Mais c'est ennuyeux et c'est pas la rhétorique qu'on entend. Et ouais, en France, il y a ce truc, faut acheter le premier appartement parce que la pierre, c'est du solide. En fait, non, la pierre, c'est parce que tu es hyper concentré du coup dans un bien. Tu as dit, le gars, il paye pas pendant 1 an, il squatte. Il y a des histoires horribles. Là. Je sais pas si vous avez déjà vu les reportages où des gens se font squatter leur appartement et en fait, vu qu'ils les ont pas délogés au bout d'une semaine ou je sais plus quoi, ou 3 jours, en fait, on n'a plus le droit de les sortir après. Faut faire venir des huissiers, ça prend 2 ans. Les gens, ils sont ruinés. Enfin, c'est des histoires absolument lunaires. Et en France, le locataire est hyper protégé, le propriétaire pas trop, et tu te fais matraquer d'impôts. Et comme tu as dit, ils ont augmenté la taxe foncière, parce qu'en fait, ils avaient promis de ne pas augmenter les impôts sur le revenu. Du coup, ils se sont dit, bon, ok, il faut qu'on se serve ailleurs. Allez, boum.
les propriétaires fonciers, on les défonce. Et ça va continuer parce qu'en fait, l'État, il est insatiable. Il est obligé de se continuer à. Il grossit. Donc c'est vraiment. On voilà, est sur, on fait pas de politique dans cette émission, mais et de toute façon, quelle que soit la couleur des gouvernements qui se sont succédés, putain, et ça a été le concours à qui créera plus de dettes pour l'État français. Et donc là, quelle que soit votre couleur politique, tous ceux qui se sont succédés ont creusé le déficit de manière absolument totale. Donc au final, bah voilà, hein, il n'y a même pas besoin de faire de politique. C'est l'État en soi n'a pas d'incentive à gérer les finances publiques de manière saine. Et cet argent, bah, il n'est pas gratuit. Hein. Il faut qu'il aille le chercher quelque part. Ouais, et généralement, c'est dans votre poche. Et tu vois, alors, on va pas faire de politique, mais c'est dur quand même d'imaginer un gouvernement qui soit plus pro-business que maintenant, quand tu vois les candidats qu'il y a. Donc en fait, ça peut que devenir pire. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que je pense que la flat tax va sauter en fonction de la couleur du gouvernement. D'ailleurs, ça sera aussi dramatique pour les cryptos. Mais si on a un gouvernement d'extrême droite, bah, je peux vous garantir, le premier truc qui saute, c'est la flat tax. Parce que c'est quand même un cadeau aux riches, comme on aime bien dire en France. Donc généralement, les populistes, qu'ils soient de gauche ou de droite, n'aiment pas trop ça. Ouais, ils n'aiment pas ça. Donc on a vraiment ce danger-là qui nous pend au nez. Et quand d'ailleurs, là, pour la première fois, il fallait déclarer ses biens sur le site des impôts, les biens immobiliers. Bah, les gars, c'est pas pour faire un petit sondage, hein, c'est pour commencer à aller voir où on peut aller gratter encore plus d'argent. Et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent à aller gratter encore pour les propriétaires. Donc l'immobilier, c'est cool, mais et vraiment demandez à vos amis qui ont des biens, ils vont tous vous raconter des histoires horribles. Après, ça vaut quand même le coup, je pense, sur le long terme. Mais franchement, les histoires d'horreur, on en a tous, quoi. Et puis, on a tous été locataires. Quand on a des fuites, des machins, c'est infernal. L'immobilier, c'est juste un truc tellement concret. C'est l'inverse de la. Ouais, il n'y a pas de tech, quoi. Regarde Mounir. C'était l'investissement le plus pourri, hein, je crois, l'immobilier, hein, si je dis pas de bêtises. Peut-être un petit peu avant, mais non, je crois jusqu'au début, fin des années 80, investir dans l'immobilier, c'était le pire investissement, quoi. Ah ouais, mais ça m'étonne pas. Et c'est normal. En fait, moi, vous me connaissez, je suis un salopard de capitaliste. Je pense qu'il y a certains voilà, mon métier, c'est la finance, et il y a certaines personnes du spectre politique qui apprécient pas mon type de personne. Et c'est normal, c'est chacun ses opinions, il n'y a pas de souci. Et j'assume mes positions. Mais on parle d'un truc où les gens dorment, tu vois. Et moi, on gagne notre en vrai, on gagne notre argent on monte des belles boîtes qui sortent des beaux produits, on travaille sur les cryptos. Il y a 1000 manières de gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'on a besoin de spéculer sur le fait? Enfin, tout le monde a besoin d'un toit sur la tête. Après... On peut gagner de l'argent autrement, quoi. Il y a d'autres marchés pour investir. Mais je comprends l'immobilier. Et même moi, j'ai une petite exposition à l'immobilier, mais par contre, je le fais chez Realty. Et chez Realty, j'ai $50, $100, $2000 dans un bien, parce qu'un token Realty, c'est $50 minimum. Et je crois que ma plus grosse exposition dans un bien chez Realty, ça doit être $2000 ou $3000. Ce qui fait que sur toute l'histoire de Realty, sur 3 ans, ils ont eu un incendie sur un bien. Et il se trouve que j'avais quelques tokens là-dedans. Bah, ça ne m'a pas fait une grande différence dans mon rendement par semaine. Parce que au lieu d'avoir plus de la moitié des Français qui ont 80% de leur patrimoine, tous leurs œufs dans le même panier, c'est vraiment ça. C'est tout leur patrimoine dans un bien immobilier et en plus ils vivent dedans. Eh ben, on peut disperser et prendre des petites parts ailleurs. Et ça existe en dehors de la blockchain. C'est les SCIP, ce genre de fonds où on peut avoir une exposition qui est diversifiée et surtout pas à coût de 200 000, 300 000, un demi-million d'euros, quoi. Ouais. Et ça, c'est le prix d'être tranquille aussi, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire j'achète une résidence principale, comme ça, quoi qu'il arrive, si je suis vieux, même si les retraites, elles sont pourries, au final, j'aurai toujours un toit. Et ça, c'est quelque chose que j'entends aussi, tu vois, d'une certaine façon. D'ailleurs, j'avais une petite question sur le même sujet, puisqu'on a Mounir. Est-ce que tu as eu dans tes analyses ou dans les profils qu'on t'a présentés par mail quand on t'en envoie pour que tu fasses tes vidéos, des patrimoines, qu'ils soient conséquents ou non, mais ça sera encore plus intéressant à analyser si c'était un gros patrimoine qui était complètement mal investi. C'est-à-dire, quand tu as vu le truc, tu t'es mis les mains sur la tête et tu as dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Le gars, il a un demi-million, 1 million et il n'y a rien qui est fait comme il se doit.
Est-ce que tu as eu des grosses surprises dans ce qu'on t'a envoyé? Ouais, alors j'ai que ça. Non, c'est pas vrai. Après, moi, j'analyse aussi les profils qui sont intéressants. Forcément, si tout est nickel, ça, c'est pas hyper instructif. Généralement, l'erreur que je vois le plus, c'est la pyramide inversée. C'est les gens, en gros, qui commencent par investir dans des trucs hyper risqués. Et pour moi, le pire, c'est vraiment les gens qui investissent dans les startups, tu vois, qui mettent des gens qui ont, je sais pas, 100 000 € de patrimoine, ce qui est déjà quand même pas mal, et qui vont mettre 50% de leur patrimoine dans des startups. Pour moi, ça, c'est vraiment le monde à l'envers parce que, en fait, c'est le principe de la pyramide patrimoniale, c'est de dire que c'est des niveaux et tu commences par te construire ton matelas de sécurité. Après, tu mets des actions parce que c'est un peu la base. Tu peux faire de l'immobilier si tu veux pour aller chercher du levier. Tu fais de la crypto pour aller chercher du risque. Et ensuite, si tu veux aller au-delà, tu peux aller dans les actifs alternatifs. Tu peux acheter des montres, tu peux acheter, je sais pas, des sneakers, des trucs comme ça, tout ce que tu veux, ou des startups. Et quand je vois des gens qui mettent une énorme partie de leur patrimoine dans des startups, je me dis, mais c'est juste lunaire. En fait, ils ont cette croyance qu'ils vont dénicher le prochain Facebook et qu'ils vont faire x1000. Mais la réalité, c'est comme trouver le prochain token qui va aller to the moon. Et encore, c'est plus fréquent en crypto qu'en startup, mais c'est tellement improbable. Et en gros, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a vachement de gens qui disent ouais, il faut investir en startup, c'est génial, il faut démocratiser ça. Alors ouais, c'est cool, mais la réalité, c'est que les gens qui investissent en startup, c'est avant tout des gens qui sont millionnaires, qui sont immensément riches et qui mettent des tout petits tickets. Alors eux, ils mettent 50 000 €, mais pour eux, 50 000 €, c'est rien. Moi, j'ai des business angels, j'ai des gars qui sont milliardaires qui ont investi dans Finari, mais ils en ont rien à faire si Finari va au tapis ou pas. Et ça leur fait super plaisir si Finari fait x100, mais limite, ils le voient même pas parce que et ils le font par plaisir. Ils le font parce qu'ils aiment bien être avec des entrepreneurs. Ouais. Et donc, Ça, c'est vrai. quand on a qu'un tout petit patrimoine, il faut pas confondre ça. Et on peut investir en startup, mais moi, je mettrais 5% max, quoi. Et ça, c'est vraiment une erreur que je vois tout le temps. C'est je veux investir dans des trucs méga risqués parce que il y a plein de clubs d'investisseurs, je vais pas les citer, mais de gens Ouais. qui vendent monts et C'est merveilles. très à la mode et malheureusement, c'est malheureusement. vrai que ça rejoint totalement en fait ce qui se passe de notre côté dans les cryptos. Des gens qui veulent investir dans tout et n'importe quoi, le dernier token qui sort, etc. Et qui Ouais. derrière ne veulent pas prendre les risques que ça induit de tout perdre avec des tokens qui 99% du temps sont soit pas bien câblés, soit il n'y a pas la bonne team derrière, soit il y a tout et n'importe quoi qui peut se passer. Ouais, Et mais c'est en un peu crypto, d'ailleurs les c'est débats encore mieux houleux, parce que les En débats crypto, au moins, houleux c'est du rapide. moment. En crypto, les mecs, ils repoolent au bout d'une Ouais. semaine. Voilà, comme ça, Voilà, t'es fixé. en Mais 6 mois, c'est réglé. c'est Mais en réglé. crypto, tu perds à tous les coups quand tu es investisseur parce que quand tu perds, personne n'en parle, tu vois. Les 90% des investissements qui vont à zéro parce que c'est la vie de l'investisseur. Et quand tu es investisseur, ça fait partie du jeu. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais les 10% où tu gagnes des sous et du coup, tu prends des profits qui vont te permettre de redéployer dans l'écosystème après, là, tu n'as pas le droit. Tu es un salaud qui a vendu des tokens et là, c'est vraiment pas bien. Hein. Et donc, c'est comme ça. Ce sera toujours comme ça et ça fait partie du monde de l'investissement. Et ça n'a pas été inventé dans les cryptos, hein. Même dans le monde traditionnel, il y a un petit peu de ça et ça fait partie de la nature humaine, je dirais. Et finalement, on peut faire une analogie assez simple par rapport au monde crypto et aux actions dont parlait Mounir tout à l'heure. Tu compares Bitcoin et Ether à Apple ou à des trucs comme ça, les plus grosses sociétés américaines, et qui vont faire un petit pourcentage si tu le mets d'un point de vue annualisé. C'est-à-dire, c'est pas le truc qui va te faire un rendement. Bon, c'est pas tout à fait vrai dans la crypto parce que c'est encore un peu jeune, mais plus le temps passe, plus ça va le devenir vrai que les rendements seront de plus en plus petits. Au plus on capitalisera surtout. Et les gens, ce qu'ils veulent, c'est pas que là, quand on parlait tout à l'heure d'un BTC qui est aujourd'hui à 27 000, admettons que malheureusement, ou heureusement pour certains, on aille qu'à 60 000 ou 70 000 au prochain cycle haussier. Les gens, est-ce qu'ils ont envie de venir s'exposer aux cryptos juste pour un x2 ? Tu dis ça à l'auditoire, les gens, ils se mettent les mains sur la tête, ils partent en courant, ils disent c'est bon, reprenez votre scam, j'en veux pas de ton Bitcoin. La majorité, ils viennent pourquoi ? Ils viennent parce qu'on leur a parlé 2 x 5, 2 x 10, 2 x 20, 2 x 100 sur Pépé et Mémé, on la pousse dans les orties derrière. Voilà, tu vois, au bout d'un moment, il y a prendre la route Warren Buffett et avoir le temps long, 50 ans devant soi et les 5 à 10% annualisés dont parlait Mounir tout à l'heure et la pente glissante de je veux aller beaucoup plus vite que le marché, trop vite, trop rapidement.
et tu fais du gambling. C'est ni plus ni moins que ça. Hein. Je jette la boule noire ou rouge et on regarde ce qui se passe derrière, quoi. Pile ou face. Ouais. Tu vois, il y a une histoire qui est assez connue, c'est Warren Buffett, il touche, c'est plus de 1 milliard de dollars de dividendes, je crois que c'est sur Amex. Et Amex, c'est une position qui tient depuis, alors j'ai plus les détails, mais je dirais que c'est au moins, ça fait 30 ou 40 ans qu'il a cette position. Et on lui dit, mais pourquoi tu ne vends pas? Tu as fait fois, je sais pas combien, enfin, c'est un truc de dingue, t'es up de dingue. Et le gars, il dit, bah, pourquoi je vendrais? Parce que le truc, c'est une machine à cash, j'ai la meilleure boîte financière au monde dans mon portefeuille. Pourquoi j'irais faire autre chose? Et donc, bah, ouais, c'est ça, l'investissement aussi, c'est souvent ennuyeux, quoi. Lui, il a tenu, et Warren Buffett, d'ailleurs, quand il y a eu le Covid, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a acheté des compagnies aériennes. Et forcément, les trucs, ils se sont fait découper. Et bah, derrière, le tourisme, il est reparti. Aujourd'hui, les compagnies aériennes, elles font des profits records. En 2008, quand Goldman s'est écrasé, enfin, quand Lehman s'est écrasé, il a fait quoi? Il a acheté des financières parce qu'il s'est dit l'État ne laissera jamais mourir Goldman Sachs et les grosses banques. Bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Le truc a explosé derrière. Donc, le gars, en fait, il attend, il fait rien. Et dans les moments clés, il est là, il vient investir. C'est hyper dur à Ce qui est faire. important, c'est que dans les moments de clés, il a du cash. Et ça, c'est la clé, il a plus du cash. grosse. Et c'est la plus grosse leçon. Et en fait, souvent, je dis un cycle pour apprendre et un cycle pour en profiter. Parce que le premier cycle, généralement, dans les cryptos, on se fait tellement découper que quand on est au bottom, genre maintenant, il y en a beaucoup qui malheureusement nous regardent et bah, ils n'ont plus un stablecoin, quoi. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus aucune capacité d'achat. Et alors qu'on est, je pense, dans une zone où il est intéressant de redéployer, bah, il n'y a plus de cash. Et généralement, au deuxième cycle, on apprend à se dire, bon, les cryptos sont un peu montés, je vais rebalancer, je vais vendre un petit peu, je vais m'accumuler du stablecoin et peut-être que dans 1 an ou 2, quand la musique va peut-être s'arrêter ou en tout cas jouer moins fort, ces stablecoins seront intéressants à redéployer. Et ça, c'est la leçon la plus difficile de l'investisseur. Et croyez-moi, on est tous passés par là. Hein. Moi, je me suis fait découper mon premier cycle, clairement. Hein. Ouais, parce que c'est dur d'attendre quand tout le monde s'emballe. Et comme maintenant, là, c'est dur de rester en crypto quand il y a juste 0 action de prix et que, en fait, c'est limite bad news sur bad news. Ouais, mais quand tu la réalité, c'est il y a des gens qui sont en train de déployer. Ouais, et puis en fait, moi, quand j'ai commencé le Bitcoin, alors je sais plus combien c'était, j'ai retrouvé mes premiers ordres là sur Coinbase, c'était ridicule parce que j'ai l'impression de payer ça une fortune, mais je crois que c'était 800 ou 1000 $ le Bitcoin. Et là, on est quand même dans le pire bear market de la mort et on est à 27 000 $. C'est lunaire en fait, c'est énorme. Ah, bah oui. Donc, bon, qu'est-ce qui peut arriver de pire que maintenant? Bah, je sais pas. Donc, voilà, il faut juste être patient. Et la conclusion, en fait, ce qui est triste, c'est qu'un bon investisseur, c'est un investisseur qui fait des choix ennuyeux, hyper rationnels, qui peut les expliquer très facilement. Mais ce qui excite, c'est la spéculation, le trading. On achète un peu tout et n'importe quoi, on trouve le prochain truc, le prochain x100. Mais il y a des gens qui viennent au marché, c'est le casino, quoi. Ouais, il y a des gens qui viennent au marché au sens large du terme. Quand je dis marché, pour le frisson, pour ce côté casino, ce côté. Ouais, en fait, il y a des gens qui le savent pas puisqu'ils n'ont jamais été exposés avant à des jeux d'argent, mais qui se découvrent le côté du vrai gambler qui tilte complet quand il rentre dans un casino au travers des marchés financiers. Et ça, pour le reconnaître soi-même et faire le travail, avoir l'honnêteté intellectuelle et faire ce travail sur soi-même, c'est très difficile. On devient tous fous en bull market en plus. Hein. Oui, on en parlait la semaine dernière. Regardez l'émission de la semaine dernière. On a fait une émission toute la soirée là-dessus où on a parlé justement un peu de cette psychologie de comment il fallait se préparer, de qu'est-ce qu'il fallait pas faire, surtout quand les occasions allaient se représenter. Mais en tout cas, oui, effectivement, même quand vous mettez des sommes qui sont raisonnables et qu'elles deviennent tout de suite avec 1, 2, 3 zéros de plus, vous en voulez des fois encore plus. Mais bon, là vu qu'il n'y a que l'élite à cette heure-ci, normalement, on n'a plus de problème. On n'a que des gens sérieux qui se sont soit fait rect et qui sont là pour se refaire, soit qui sont déjà en train de choisir un projet immobilier parce que justement, voilà, en fait, ils ont fait full cash. On est en train de pivoter là. Tout le monde appelle le banquier pour aller faire un crédit. Je viens de recevoir à l'instant un mail de Realty, donc voilà. Comme quoi. On n'est pas sponsorisé, mais bon. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est où? À Détroit cette fois-ci. Voilà. Mais parce qu'ils avaient fait d'autres trucs. Ils font pas de l'immobilier
commercial, Realty encore, parce qu'il paraît qu'il y a un marché qui Ils en parlent, gagne à être connu. mais pour Mais les l'instant, loyers ils sont pas dedans. sont pas assurés. En fait, moi, de ce que je sais de Realty, c'est qu'ils sont vraiment spécialisés dans le logement, entre guillemets, social. Bon, social au, nom, au sens américain, ce qui fait qu'il y a plus ou moins une garantie, disons que... Il y a l'État qui est derrière. Il y a l'État qui est derrière en cas de défaillance du locataire. Mais ils sont vraiment spécialisés dans ce créneau-là. Et après, le système américain, l'immobilier est très, très différent de l'Europe de l'Ouest et notamment la France, où en fait, il y a des gens qui ont les capacités de payer un loyer, qui pourraient prendre un crédit, mais malheureusement, par le fait du credit score, etc., n'ont pas accès au crédit du tout. Ils sont complètement discriminés de ça. Et c'est un autre système financier. Il y a beaucoup de choses qui sont négatives, clairement. Les États-Unis, ça ne fait pas rêver surtout. Ouais, c'est un système qui est assez dingue. Là, j'ai vu une stat, je ne sais plus, c'était énorme. C'était vraiment une partie non négligeable des Américains qui survivaient en fait grâce aux cartes de crédit. Parce qu'en France, en fait, on n'a pas vraiment de carte de crédit, on a des cartes de débit différées. Aux États-Unis, c'est des vraies cartes de crédit et tous les Américains, n'importe qui dans la rue, vous lui demandez de montrer son portefeuille, il a 4 cartes de crédit, que des trucs Platinum, je sais pas quoi. Et en fait, alors c'est super, hein, c'est génial, tu as du cashback de dingue, mais dès que tu payes pas, tu as des taux annualisés qui sont absolument délirants. Et donc, les gars survivent grâce à ça. Et donc, souvent, ils prennent des cartes de crédit pour payer d'autres cartes de crédit. Et donc, les États-Unis, c'est vraiment l'extrême, quoi. C'est quand ça va mal, ça va très, très mal. Tout le monde perd son emploi, c'est la cata. Par contre, quand ça repart, ça part très, très fort. Et la réalité, c'est que l'économie, et ça, on le voit, enfin, on ne dit pas trop, mais en fait, c'est vraiment ça. L'économie croît quand même plus souvent qu'elle décroît. Et on a plus souvent des bull markets que des bear markets. Donc, parier sur les États-Unis, d'ailleurs, c'est un peu le truc de Warren Buffett. Il dit tout le temps never bet against America. Voilà. Les mecs sont toujours dans les extrêmes, mais quand ça va bien, ouais, ça va très très bien, quoi. Mais là, en ce moment, on ne sait pas trop parce qu'ils ont de l'inflation, mais en même temps, ils ont le plein emploi, donc c'est un peu n'importe quoi. Mais on a leur système n'est pas terrible sur plein de points. Disons que voilà, c'est les 10% qui s'en sortent bien et qui s'en sortent très bien, tant mieux pour eux. Mais il y a une réalité, c'est qu'il y a une part non négligeable de la population qui vit de rien et voire de moins que rien. Et moi, voilà, je suis ultra libéral, je suis un salaud de capitaliste, mais bon, un être humain, ça reste un être humain, et je pense qu'il y a des minimums qu'on devrait donner aux gens. En fait, moi, je suis tellement un salaud de capitaliste que j'aime bien la compétition. Or, il n'y a pas de compétition si on ne peut pas se battre avec quelqu'un qui a faim, tu vois. C'est le minimum, c'est 2 repas par jour, et après, que le meilleur gagne, tu vois. Mais après, c'est chacun sa philosophie, et je ne vais pas rentrer dans la politique, quoi. Tu fais ton Benoît Hamon avec le revenu universel, quoi. Ah non, faut pas déconner non plus. Son truc. Ah non, toi, t'es en mode non, pas de revenu universel. Vous lui donnez 2 tickets resto, s'il vous plaît, je l'attends en bas là pour. On va pas faire de politique. Chacun son truc, voilà, chacun ses spécialités. Ok. On va peut-être prendre une ou deux questions sur le chat en rapport, si possible, avec Finari, s'il vous plaît, pour clôturer l'émission. Et comme ça fera une petite heure et quart et on sera bien. Et vous aurez le replay qui est disponible sur Twitch immédiatement quand on aura clôturé ici et sur YouTube que mercredi, puisque demain, on parlera d'un autre sujet. Donc, vous aurez la quotidienne habituelle demain sur YouTube. Tiens, je vois une question là. Je crois que Geeka avait essayé de la poser depuis tout à l'heure. Est-ce que ça fonctionne aussi en Allemagne, en Espagne, Finari? Oui, ça fonctionne. Donc, en gros, tu peux connecter 20 000 banques, donc des banques américaines, espagnoles, suisses d'ailleurs. Je crois que quelqu'un a demandé aussi pour la Suisse, anglaise. Donc ouais, on a plein de banques et on en rajoute régulièrement. Donc normalement, tu devrais pouvoir trouver ton bonheur. Tu peux ajouter tes biens immobiliers aussi à l'étranger, il n'y a aucun problème. On n'a pas de version espagnole encore, mais on a une version allemande si tu as envie de t'entraîner dans la langue de Goethe. Luxembourg aussi, ça dépend des banques. On a aussi des banques luxembourgeoises. Il y avait pas mal de personnes qui demandaient si un jour ça serait possible d'importer justement Realty dans Finari. Ouais, alors ça, il y a pas mal de monde qui le demande. En fait, le problème, il n'y a pas vraiment de problème, mais c'est sur Gnosis Realty maintenant, alors que c'était sur Ethereum à la base, pour des questions de frais, ouais. Donc on gère pas Gnosis, mais on est en train de regarder pour le faire. Donc oui, on le fera clairement. Ouais. On est en train de rajouter plein de choses sur la crypto. D'ailleurs, il y a des gens qui demandaient aussi si on gérait les EVM et tout. Donc oui, on gère 30 blockchains, donc c'est vraiment hyper exhaustif. On a encore du travail à faire sur tout ce qui est le pooling, mais on est en train de le faire.
Et si vous utilisez quelque chose comme Delta ou Feu Blockfolio, l'idée, c'est que vraiment on soit au même niveau, sauf que vous n'aurez pas juste la crypto, mais aussi vos comptes bancaires, l'immobilier, le lingot d'or et les sneakers. Vous voyez qu'il y a des gens qui demandaient si on pouvait gagner de l'argent avec des sneakers ou des Twix. Je disais les sneakers au sens les baskets. C'était pas les. Ouais. Les sneakers, c'est un marché. Après, il y a vraiment- peut-être qu'on peut investir dans des Mars et des sneakers, je sais pas. Dites-moi. Ça, Ah, je bah, suis pas Tokeni- sûr, Est-ce que ça a été tokenisé mais, déjà? mais c'est un vrai business. Il y a un Ah, c'est un game business de dingue. C'est un business de la dingue. chaussure, les gars, rigolez pas. Hein. Et, Il y a les peut-être gars sont un ultra truc à sérieux. lancer. Il y a des chaînes YouTube, des gens Ah qui ouais, font de non, la mais c'est énorme. restauration, des collectionneurs. Moi, j'y connais rien, bien sûr, mais à respecter, hein, vraiment. Faut pas. J'ai Avec un c'est un une vrai pote qui petite business. achète des chaussures, traçabilité ils en achètent blockchain. deux. Comment? Je dis, j'ai un pote, quand il achète des chaussures, il achète 2 paires. Une qu'il met Ouais. et une qu'il garde. Ouais, Ouais, mais c'est c'est smart. pas forcément une mauvaise idée. Hein. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont passionnés et C'est un qui gros savent placard à faire leur chaussures. business. Hein. Pourquoi pas? Hein. C'est franchement respect. Une autre question un peu technique de Rousty. Est-ce qu'on peut importer son loi Madelin, PEI, PE, enfin Perco, etc. de chez Amundi? Oui, tu peux importer, tu peux ajouter ton épargne salariale. Tu as tous les fournisseurs de la Terre qui sont dispo. Et donc, tu peux venir ajouter ça. Et c'est une grosse partie des patrimoines. Ouais. On a Amundi, Natixis, Esalia, il y en a plein d'autres, Epsor, etc. Il y a tout. Bientôt Affinary Coin, je sais pas. Je sais pas. Moi, les coins, je me méfie un petit peu. Enfin, avoir une crypto native dans l'exchange. Je trouve que Coinbase a toujours été bon pour éviter ça. Et finalement, ils sont encore là et ça marche plutôt bien. Et je trouve que, ouais, je me méfie de ça généralement. Bah, merci à toi, Cypher, et je pense qu'on pourra clôturer là-dessus pour les remerciements, que ce soit pour la team CM ou pour Mounir de nous avoir fait plaisir de venir ce soir. C'est super cool. Et puis, Merci, si les pour gars. toi, c'était ton premier Twitch, pour nous, c'est vraiment cool de t'avoir reçu. Et puis, tu peux revenir, comme on le dit à tous nos invités, quand tu le souhaites. La porte est ouverte anytime. Et Très donc, chaud. on va faire un petit raid du côté de. Je regarde qui j'ai de connecté. Il n'y a pas grand monde. Mais voilà, on va envoyer. Tiens, C'est le bear market. ouais, on va envoyer vers Don Julian qui joue à Tom Clancy Rainbow Six Extraction. Ça fait longtemps que Ah, je n'ai pas j'adore. vu ce jeu. On vous souhaite une Il est bon, excellente il est bon, soirée. ce jeu. Merci à tous d'avoir été là. Merci Marc, merci Manu et surtout merci Mounir. Et le replay est disponible sur Twitch immédiatement. Ciao, ciao. Merci à Ciao. tous. Salut. Ciao, ciao.